Oui, c'est ça. Ce soir, on a une grosse émission. Parvis politique, c'est notre avant-première. Probablement que ça va être notre première la semaine prochaine. Alors, ce soir, bon, on a notre co-animateur qui est Yvon Picotte. Oui, c'est ça. Bonsoir, Yvon. Ça va bien? Bonsoir, bonsoir. Ça va Oui, bien? oui, c'est ça. Oui. Grosse semaine politique. Cette semaine, à Québec, on avait le congrès national de la CAQ. On va aller voir qu'est-ce qui se passe là. Alors, Yvon, comme tu vois, c'est grosse semaine cette semaine au point de vue politique, là. Effectivement, il y en a eu du Bardasser. Puis, il va en avoir, comme je l'ai déjà dit, hein, un mandat aussi fort que celui de la CAQ. Moi, j'ai connu ça en 1973 avec M. Bourassa. Mhm. Et c'est pas de posant, hein, c'est pas de posant parce que les gens ont l'impression qu'ils ne sont pas représentés, que le gouvernement est trop fort. Et à partir de ce moment-là, on conteste beaucoup. Il y avait des contestations qui s'étaient installées dans les rues. Et, Ah oui, à l'époque. ben oui. Et c'est sûr, une chose est certaine, là, un débat, si ça se fait au Parlement, c'est bien organisé. Puis tout le monde a le droit de dire ce qu'il a à dire avec des normes, évidemment, puis tout ça. Mais Oui. le peuple a l'impression que tes députés à l'Assemblée nationale amènent les vrais problèmes sur le parquet de la Chambre et que le gouvernement est obligé d'écouter d'une certaine D'entendre, au moins, ils au entendent ça, moins. là. À partir de ce moment-là, il y a moins de problèmes. Mais quand les gens disent, écoute, c'est un gouvernement totalitaire, tu sais, quand tu as 90 députés, il ne reste plus grand monde pour chialer dans l'opposition, il ne reste plus grand Oui, monde pour faire valoir les problèmes des gens qui vivent quotidiennement. oui, en plus, Yvon, il y a une tendance mondiale vers le totalitarisme. Ah oui, puis il y a une autre affaire, c'est que les partis d'opposition, je m'excuse, mais je vous dis, ça oppositionne pas fort, là. C'est parce qu'ils ne sont pas nombreux tout de suite en partant. Ils ont Ouais, mais un ça, statut spécial parce qu'il n'y a à peu près personne qui répond aux normes d'un Parlement normal. ouais, 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 ouais. Hein. Ils Et doivent leur existence au bon vouloir du parti ben, en place. c'est ça, tu sais. Le gouvernement dit, hey, moi, là, je vous ai donné la chance, Ouais, normalement, ouais. la façon dont ça fonctionne, il n'y aura même pas d'opposition officielle, là. Madame la Présidente, s'il y a une personne sur les 125 ici qui ne devrait pas poser ce genre de questions, c'est le député de Camille Lorrain. Si demain matin, il y avait une élection dans Camille Lorrain, sans vol de dépliant du PQ, est-ce que le député de Camille Lorrain serait le député qui est ici devant nous aujourd'hui? Bien, toi aussi. Parce que tous les indépendants Même les comme libéraux, ceux personne. qui, ben oui, Même les libéraux, même les libéraux, avec le départ de Mme Anglade, ben, ils tombaient en bas de la norme. Ah, ouais, ouais, j'avais pas remarqué ça. Ouais, oui. Ben oui. Puis les péquistes, évidemment, ils sont trois. La même chose avec le Québec solidaire. Alors, en principe, là, si le gouvernement ne fait pas un pas d'ouverture pour permettre de lui donner des choses intéressantes pour tâcher de jouer leur rôle, ben, Ouais. il y a 90 députés au gouvernement, puis la balance des députés, c'est des indépendants. On a le coming out de Jean-Claude Pomerleau. On n'a jamais vu ça. Salut Jean-Claude. On a Jean-Claude en direct. C'est une première. L'abbé Marchand. Bonsoir, mon père. Bonsoir. Alors, bienvenue tout le monde. Merci beaucoup d'être Merci. là à notre première émission de Parvis politique. Alors, Jean-Claude, tu voulais, je t'ai parlé qu'on avait un nouveau collaborateur hors pair, qui est l'abbé Marchand, puis tu as dit, écoute, Luc, le faut absolument Blanchard que voulait dire. Blanchard, pardon. L'abbé Blanchard, oui, oui. Alors, c'est Jean-Claude. Débaptiser un curé, c'est grave. C'est grave, c'est grave. Alors, l'abbé Blanchard, oui, c'est vrai. Ouais. D'abord, je dois dire, là, on voit 4 personnes à l'écran. Et avant de passer à l'abbé Blanchard, j'aimerais dire à M. Picotte que c'est un témoin d'histoire et qu'on est dans une époque où il n'y a plus d'histoire, ça commence hier, et que ces gens-là, comme M. Picotte,
ils n'ont pas de présence dans nos médias et ils devraient en avoir pour nous rattacher à notre histoire. Et on a le curé Blanchard qui, lui, de par son orientation dans son Église, nous ramène à notre histoire. Alors moi, je m'intéresse beaucoup à notre histoire et particulièrement à la partie conservatrice de notre histoire. Et puis, ça va me faire plaisir d'échanger avec M. Picotte et M. Blanchard. Ceci dit, moi, juste pour enchérir, là, j'en ai fait de la radio durant un certain temps, après que j'ai quitté la politique. Mais j'ai abandonné tout ça parce qu'on voulait me faire faire un show. Moi, je dis, il n'y a pas de show à faire ici. Je ne suis pas un artiste, moi. Moi, je suis un gars qui vient vous parler de ce que j'ai vécu au Parlement, de ce qui manque pour tâcher que le peuple se reconnaisse parmi les élus du peuple. Et puis, vous voulez me faire faire un show. Alors moi, faire un show. Tu pouvais dire, dépendamment de ce que les gens disent, tu pouvais les contredire même si ça n'avait pas de bon sens. Jean-Claude, qu'est-ce que les historiens devraient retenir par rapport au rôle de l'Église, j'imagine, le rôle politique? Parce que l'Église, qu'on le veuille ou non, l'Église, ça a une dimension politique indéniable. Ben oui, mais le problème qu'on a, c'est que on est depuis les années 60, on s'est coupé de notre histoire. Notre histoire qui était racontée jusqu'aux années 60, c'était une histoire glorieuse. La Nouvelle-France, la gloire qui reste de Lionel Groulx. Et on s'est coupé de ça et cette histoire-là est devenue honteuse. Et là, on a des progressistes, des tendances gauchistes, etc., qui ont fait le procès d'une période. Et cette période-là, particulièrement de l'époque des Patriotes, aller jusqu'à 1960, c'est celle de l'Église. C'est celle où l'Église a joué un rôle qui était majeur et qui nous a permis de sortir de ce piège qui était tendu par le rapport Durham, qui souhaitait notre assimilation et qui nous a permis de monter en force jusqu'à 1960. Et tout ça s'est déroulé dans une période conservatrice de notre histoire et qui est une période aujourd'hui, depuis la Révolution tranquille, qui est dénigré. Démonisé. Ben oui, exactement. Et c'est ce qui fait qu'on est coupé de notre histoire et on est incapable de faire corps avec notre histoire. Et donc, si on n'est pas capable de faire corps avec notre histoire, la question qui se pose, et elle s'est posée avec la publication du dossier du Journal de Montréal sur l'initiative du siècle, là, on voit clairement que notre destin est sur la table. Et donc, là, il serait important qu'on puisse revenir sur cette période-là. Et le curé Blanchard, il peut sûrement nous en parler, la contribution de l'Église au 19e siècle, aller jusqu'à 1960 et jusqu'à Vatican II, qui sûrement lui fait le fait tiquer. OK? Et puis, j'aimerais ça l'entendre sur cette période-là de 1840 à 1960. Ben, je dirais tout d'abord, certain que l'Église, étant donné qu'elle s'enracine dans une histoire très longue et dans un espace très vaste qui est le monde entier, certain qu'elle a toujours une vision très long terme, une vision très large des choses. Et ce que M. Picotte disait, c'est vrai qu'on ne fait plus de politiciens, je crois, comme vous, M. Picotte. Comme disaient certains, les politiciens d'aujourd'hui seraient à peine des arrière-bancs il y a 60 ans. À peine. À la limite, ils amèneraient le café aux députés. Mais c'est certain que lorsqu'il n'y a plus de boussole morale, ben, c'est la porte ouverte à absolument tout. Vous parliez des 90 députés caquistes. C'est certain que le principe de la démocratie, c'est la représentation, mais c'est aussi qu'il y a un certain débat. Et sachant que la nature humaine
lorsqu'elle a la dominance sur les autres, ben, il n'y a pas de débat, hein, c'est on obéit et c'est tout. Et justement, je dirais que quasi unanimité d'un seul parti est contraire même au principe même de démocratie, parce que elle est où la pluralité après? Il n'y en a plus. Euh, les 30 derniers députés peuvent jaspiner comme ils veulent. La CAQ peut dire oui, mais taisez-vous, on s'en fout de vous. Et ça passerait comme une lettre à la poste. Et donc, à l'époque de la Nouvelle-France, pourquoi, par exemple, l'Église faisait partie du Conseil souverain? Parce que l'Église, ayant justement l'autorité morale, elle sait apaiser les passions et les emportements des hommes. Si ça n'avait pas été de Monseigneur de Laval, le commerce de l'eau vive aurait détruit toutes les nations, les Premières Nations, et aussi les colons français, nos ancêtres qui seraient venus ici. Donc, parce qu'il faut se rappeler de ce conflit très important qu'il y avait eu entre les évêques de Québec et le gouverneur Frontenac, parce que le gouverneur Frontenac était quelqu'un un peu sans scrupules, donc lui, vendre de l'eau de vie, ça ne le dérangeait pas, mais lorsqu'on voyait les dégâts sociaux que ça pouvait créer, les dégâts économiques, parce qu'une personne qui est saoule, ben, ça ne travaille pas vraiment, ça ne contribue pas à l'essor d'une nation. Donc, c'est là où l'Église est nécessaire. Et aujourd'hui, si on est déconnecté de notre histoire, de notre identité, de nos traditions, c'est parce que l'Église n'est plus là. L'Église, c'est ça, en fait, c'est le tronc commun de toutes les nations. Et chaque nation est une branche, en quelque sorte, mais elle trouve son enracinement dans quelque chose de beaucoup plus profond. Et oui, justement, le rôle de l'Église à partir des années 1840, une chose qui est intéressante, c'est que entre la conquête anglaise jusqu'à 1840, le Québec, puisque les Anglais interdisaient à ce que l'Église ordonne des nouveaux prêtres, donc qu'on crée des nouveaux prêtres, les campagnes se déchristianisaient. Dans les années 1820, il y avait un taux de pratique de 5% de la population canadienne-française. Et ce que Monseigneur Bourget a fait, qui est très malin, c'est qu'il connaissait, il avait eu une bonne correspondance avec Saint Charles Eugène de Mazenot, qui était archevêque de Marseille et qui est un saint dans l'Église catholique. Et c'est le fondateur des Oblats de Marie Immaculée. Et il avait dit donc à Saint Eugène de Mazenot, fait venir des prêtres, on a besoin de prêtres, mais les Oblats de Marie Immaculée, ce sont des missionnaires. Donc, ils ne sont pas faits pour être curés de paroisse. Ils sont là pour aller dans le monde, si on veut dire, sauvage, et d'aller évangéliser aux nations. Et là, les prêtres sont allés, puis ils arrivaient à Montréal, ils ne savaient pas pourquoi ils étaient nommés curés de paroisse. Ils se sont même plaints à Charles Eugène de Mazenot, puis il leur a dit, ben, écoutez, nous, on est là pour être des missionnaires, et on devient curé de paroisse, vicaire, c'est quoi ça? On n'a pas signé pour ça. Et il a dit, faites-moi confiance, bientôt vous comprendrez tout. Et lorsque les Anglais ont permis de nouveau à l'Église catholique d'avoir de nouveaux prêtres, tous ces prêtres qui étaient venus de France, il y a une sorte de raz-de-marée, se sont déferlés sur l'Ouest canadien, sont allés évangéliser. Donc, le but, pourquoi évangéliser? Ben, c'est certain que la mission de l'Église, c'est d'apporter la bonne nouvelle à toutes les nations du monde. Mais c'était, je dirais aussi, une façon de les préserver parce que, vous savez, on parle beaucoup des pensionnats autochtones et tout ça, moi au Québec, mais beaucoup dans le Canada anglais. Mais si toutes ces nations autochtones-là avaient été dans l'escarcelle britannique, je dirais que ça aurait été encore pire parce que le but de l'Église catholique, c'était de préserver justement tous ces peuples-là de toutes les immoralités de l'Occident. Et on le sait qu'elles étaient nombreuses, même à l'époque, les jeux de hasard, la prostitution, l'alcoolisme et toutes ces choses-là. Donc, le but, c'était vraiment d'évangéliser, mais évangéliser ne veut pas dire détruire les cultures, ça veut dire enraciner cette nouvelle culture-là dans le Christ. Il y a un très bon cardinal, le cardinal Sarah, qui a dit que évangéliser une nation païenne, c'est en fait baptiser la culture dans laquelle cette nation-là se trouve. Et je rappelle que les missionnaires ont été les premiers à faire des dictionnaires des langues autochtones. Si on n'avait pas eu les missionnaires, les jésuites, les récollets, tout ça, aujourd'hui, les nations autochtones auraient toutes perdu leur langue.
parce qu'ils avaient traduit, ils avaient fait un lectionnaire, un lexique, je veux dire, de tous leurs mots. Ils ont traduit ensuite la Bible dans leur langue et les prières d'usage, Notre Père, je vous salue. Donc, tout ça a fait en sorte qu'aujourd'hui, les Autochtones peuvent encore parler leur langue. Et pour nous, Canadiens français, ça a été un moyen de nous préserver, de préserver notre langue, parce qu'il faut se rappeler du rapport de 1775 en le serment du test, je veux dire en 1763, qu'il fallait parler anglais et devenir protestant pour être fonctionnaire dans l'administration britannique. Et si ça n'avait pas été de l'Église qui disait aux gens qu'il ne fallait pas devenir protestant, il ne fallait pas, parce que sinon on perdait qui on était réellement, on parlerait tous anglais aujourd'hui. Tous. Et notre histoire française, ça aurait été une note de bas de page dans un dictionnaire, mais rien de plus. On parlerait tous anglais, on mangerait du porridge et de la gelée à la menthe. On mangerait les infects Ouais. pâtisseries Mais non. anglaises. C'est ça, Voilà, Ouais, mais moi ça- qui me révolte. Ce qui me révolte. Mais le rôle de l'Église à partir de 1840 Mhm. et la défaite de l'aventure républicaine Oui. est encore plus marquant et déterminant pour la suite de l'histoire. Pouvez-vous Oui. nous en parler? Curé Labelle, Monseigneur Bourget, Monseigneur Laflèche, etc. Parce que les gens ne comprennent pas que ces gens-là et ceux qui se sont qui ont rejoint l'Église pour servir, faire le don de leur personne, ont joué un rôle déterminant dans notre existence comme nation française en Amérique. Ben, parce que leur rôle, c'est parce que ce sont des bâtisseurs. Le curé Labelle, lorsque vous voyez la construction du chemin de fer dans le nord, donc pouvoir enrichir une certaine région du Québec, l'Église accompagnait les colons, tout ce qui est Abitibi dans ces coins-là, c'était des terres de roche. Hein, donc, les prêtres n'étaient pas là sur leur transat à se dorer la pilule, mais ils étaient là pour être avec les gens, souffrir avec eux et développer. Combien de villages au Québec ont été développés par des prêtres qui ont construit des scieries, des ateliers pour que les gens trouvent du travail? Le curé Labelle, ça, c'est un grand accomplissement, c'est vraiment le désir que les gens restent ici. Il faut se rappeler qu'en 1860 et 1890, je crois que c'est 900 000 Canadiens français sont partis aux États-Unis. Donc, pour eux, le plus important, c'est que les Canadiens français restent ici. Oui, les gens étaient pauvres, mais la pauvreté, c'est pas si important que ça. Parce que, en attendant qu'on ait de quoi manger, de quoi se vêtir ou dormir, c'est ça le plus important. Mais c'était des gens ambitieux, des bâtisseurs, et oui, il fallait mettre le prix qu'il fallait pour construire, mais c'était ça aussi, ils avaient un rêve. On parlait souvent, ce qui choquerait aujourd'hui, de la race canadienne-française. On parlait d'un certain exceptionnalisme canadien-français. Puis pourquoi pas, les Américains se vantent d'être la plus grande nation au monde. Nous, pourquoi on ne pourrait pas se vanter d'être la plus grande nation au monde? Lorsqu'on voit que nos ancêtres sont arrivés dans un pays où il n'y avait presque rien, on a bâti des écoles, des hôpitaux, des routes, je rappelle que l'Université Laval, c'était avant tout un hôpital catholique. Hein, la première directrice, c'était une religieuse, hein, c'était une femme. C'était pas un homme du patriarcat blanc et tout ça, c'était une femme. L'Hôtel-Dieu de Québec, l'Hôtel-Dieu de Montréal, Marie de l'Incarnation qui a construit la première école, à Montréal, la même chose. Je veux dire, J'en reviens tout pas, mon ça- père. tout ça, C'est en train de nous dire que l'Église, contrairement à ce qu'on nous dit aujourd'hui, l'Église laissait une place considérable aux femmes à une époque où, Oui, de oui. toujours. Là. Ben parce que, surtout dans l'enseignement, je veux dire, les femmes sont toujours montrées comme étant les meilleures pour transmettre des choses, de la connaissance de ce genre-là. Même dans le domaine social, là, Oui, Émilie Gamelin, Oui, tout à fait. Marguerite Diouville. Juste, moi, un détail, vous savez, qui m'impressionne, c'est notre organiste, il joue souvent des pièces d'organistes canadiens-français. Lorsque je vois
le répertoire des organistes canadiens-français que nous avons dans notre histoire, c'est incroyable. On nous dit que le Québec n'existait pas avant, mais qu'on aille regarder tous ces grands compositeurs québécois, canadiens-français qu'on avait, des organistes qui ont fait leurs études parmi les plus grands maîtres en France, qui sont venus ici. Parfois, ils allaient même jouer aux États-Unis parce qu'on avait les meilleurs organistes en Amérique du Nord. On avait de grands auteurs, des peintres et tout ça. Et ça prend toujours du temps pour construire une nation. Et si on avait eu un siècle de plus, peut-être qu'on serait rendu aujourd'hui encore plus loin qu'on ne l'est actuellement. Et si ça n'avait pas été de l'Église, tout ça, on l'aurait jamais eu. Regardez, la semaine passée, vous aviez présenté René Lévesque dans une vidéo, M. Paquin, et René Lévesque a été formé par des prêtres. Jacques Parizeau a été formé par des prêtres. Malheureusement, Pierre-Éliott Trudeau père a été formé par des prêtres aussi. Bon, il y en a qui on ne réussit pas toujours bien dans la vie. Mais, on va vous en vouloir. On en veut à l'Église pour ça. Voyez si la formation. Si vous avez formé Trudeau père, on va brûler les églises. Hein, mais c'était des jésuites, donc ça s'explique. Oui, c'est ça. C'était la tendance Emmanuel Mounier. Oui, voilà. Mais c'était la formation intellectuelle de l'Église était incroyable. Même en France, Louis XIV et Louis XV, jusqu'à une certaine période, étaient conseillés par des prêtres. Et pourquoi il y a eu la Révolution française? Parce que les rois ont mis de côté, justement, ces sages conseillers. Exact. Et parce que le prêtre n'est pas quelqu'un qui... moi, j'aime beaucoup Richelieu parce que même si c'était une ambition politique, mais il y avait un grand désir de faire que la France devienne une nation glorieuse. Il a réussi. Et tous les prêtres canadiens et français, lorsque vous lisez les écrits, leur seul désir, c'était de faire de notre nation la plus grande nation sur Terre. Parce qu'il y avait lorsque vous connaissez l'histoire de la Nouvelle-France, que nous avons été créés par une révélation mystique, hein, il ne faut pas oublier que Marie de l'Incarnation, Claude de la Colombière, Maisonneuve, Montréal a été créé par une vision mystique. Marie de l'Incarnation est venue ici parce que le Christ, un jour, lui est apparu jeune, sous les traits d'un petit enfant amérindien, et il criait au secours. Donc, il y a vraiment... Le Québec, je dirais qu'il y a quand même une histoire qui est à part de toutes les autres parce qu'on est vraiment une construction mystique. Et si ça n'avait pas été des missionnaire, nous ne serions pas qui nous sommes aujourd'hui. Oui, mais vous savez... Peut-être qu'on serait resté en France. Il faut savoir l'ensemble que quand on fait une révolution, si tranquille soit-elle, là, comme on a fait, il faut trouver des beaux commissaires avant. Il faut scraper ce qui s'est fait avant. Voilà. Et il faut dire que ça ne va pas de bon sens. C'est ça qu'on a fait en principe. Ça a commencé, ça a pris une dizaine d'années, mais quand on est arrivé au début de 1970, avec des sous-temps, on ne voulait plus voir ça nulle part. On ne voulait plus voir ça dans les hôpitaux, on ne voulait plus voir ça dans les écoles. Mais c'est certain que tout système qui finit par se complaire en lui-même devient sclérosé. Mais ça, c'est pas parce que l'Église était mauvaise, c'est juste que l'Église est faite d'hommes et les hommes finissent par se scléroser, de profiter d'un certain pouvoir. Mais je rappelle aussi que jusque dans ces années-là, c'est d'un pouvoir que les pouvoirs politiques n'ont jamais voulu parce que la santé, l'éducation et les services sociaux, ce sont des gouffres financiers sans fond. Regardez aujourd'hui, le 3/4 du budget provincial est mis dans ces deux seuls domaines de la santé et de l'éducation. Il reste des miettes pour nos routes, ou ce qu'on peut appeler des routes, et tout le reste. Mais parce que ce sont des choses, il y aura toujours une misère. Et ce n'est pas juste l'argent qui va régler la misère, c'est avant tout aussi le souci humain. Le dévouement des hommes. Le dévouement. Par rapport à leur rappelez-vous, vous aviez avant des milliers, des dizaines de milliers de religieuses qui travaillaient gratuitement dans les hôpitaux. Et je rappelle que jusqu'en 1963, les hôpitaux et les écoles étaient à la charge des communautés religieuses. Et pour le peu d'argent qu'ils avaient, ils réussissaient à faire rouler ça assez rondement. Oui, moi, je suis assez vieux pour les avoir fréquentés et je peux dire que après le primaire jusqu'à la 6e, 7e année, là, on savait écrire.
On savait écrire. Maintenant, si on revient, parce que vous avez indiqué que le catholicisme est une religion du don. Oui. Et que donc, nous, on s'est retrouvés en 1840 face à un défi existentiel suite à, disons, la répression du mouvement des patriotes et que là, c'est l'Église triomphale et patriotique qui a pris la suite, qui a assumé, qui a porté la trame nationale jusqu'à 1960. Et puis, entre autres, vous avez parlé du développement du territoire, des missions colonisatrices, etc. On est complètement coupé de cette histoire qui nous a fait. Et si cette institution-là, dans ses capacités qui sont historiques, qui ont une profondeur dans l'histoire, okay, qui ont formé des États en Europe et qui ici prenaient le pas sur la volonté des colons britanniques, des protestants. On voit le clash, entre le catholicisme et les protestants et les deux civilisations que ça suppose. Et là, si on n'avait pas eu cette institution-là, on ne serait pas là pour la dénigrer. Non. On ne veut pas se rappeler ça. On ne veut pas se rappeler ça parce que déjà en partant, on a parlé de la grande noirceur. Hein? Est-ce qu'on parlait d'une sœur ou d'une période? Ouais. On disait c'était la grande noirceur. Parlons de l'époque du Plessis. Alors, à partir de ce moment-là, pensez-vous qu'il y a quelqu'un d'intéressé parmi ceux là, qui ont pris la place qui sont supposés de faire des choses intelligentes? C'est pas toujours intelligent ce qu'ils font. Mais ils ne peuvent pas ramener ça, puis ils ne peuvent pas parler de ça parce que c'est comme si c'était épouvantable ce qui s'était passé. C'est pas vrai. Et d'ailleurs, je dirais que c'est une étiquette assez poussiéreuse parce que ici, on parle de grande noirceur, mais je rappelle qu'en Europe, on parle de l'obscurantisme médiéval. Alors que lorsque vous allez en Europe, je veux dire, vous regardez les grandes cathédrales créées au Moyen-Âge, je peux vous dire que c'est loin d'être le symbole d'une époque obscurantiste. Je crois qu'il y a 7-8 ans, j'avais eu la chance d'aller à Chartres, qui est une des plus belles cathédrales de France. Ils venaient juste de la restaurer, ils entraient là-dedans et les murs, c'est pas les murs noirs qu'on pourrait penser parce que c'est la suie des bougies et tout ça. C'était des murs blancs. Et lorsque vous imaginez l'art gothique, c'est un art où il n'y a que des fenêtres, il n'y a presque pas de murs dans l'art gothique, avec les murs blancs, c'est lumineux. Ben, c'était ça le Moyen-Âge. C'était vraiment la civilisation de la lumière, de la connaissance, parce que contrairement à ce qu'on pense, les universités sont apparues au Moyen-Âge et c'était des gens qui étaient assoiffés de connaissances. Et même, on parle souvent d'échanges à l'étranger. Le Moyen-Âge, c'est à cette époque-là où vous trouviez le plus d'échanges de gens de différents pays parce que la langue commune de l'université, c'était le latin. Donc, vous pouviez être polonais, italien, espagnol, anglais. Vous pouviez tous vous ramasser à l'Université de Paris puis échanger en latin avec des gens que, s'il n'y avait pas eu cette chose commune, ils ne se seraient jamais rencontrés et ils se seraient jamais parlé, en fait. Et vous savez, on parle souvent d'inclusion dans notre société, mais pour inclure des gens, il faut qu'on ait quelque chose en commun. Et le dernier rempart de ce que nous avions en commun ici, c'était notre histoire. Et si on la détruit, en fait, il ne va plus rien nous rester. Et on nous parle souvent de la langue, mais la langue n'est qu'un véhicule de quelque chose. Et si ce qui est transporté disparaît, mais le véhicule ne sert plus à rien. Et aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de prendre le poste? C'est l'économie. Et la langue de l'économie, c'est l'anglais. Le français, ce n'est pas une bonne langue économique. C'est une belle langue littéraire, diplomatique, mais ce n'est pas une langue économique. D'ailleurs, les Canadiens français, tout comme les Français, on est les pires hommes d'affaires au monde. On n'est pas capable de vendre des produits, les vendre à un bon prix et de faire de l'argent. Donc, ça serait discuté parce que les Canadiens français ont été des marchands partout dans l'Ouest canadien. Les Métis, on dit que Dumont, le second de Louis Riel, parlait 5 langues pour faire le commerce. On est un peu comme des Juifs d'Amérique du Nord. Je dirais pas ça, mais
parce que lui, il parle anglais. Mais, Non. mais les gens qui parlent pas anglais. Dumont parlait 5 langues, mais il ne parlait pas l'anglais. OK. Et c'était les seuls, les métis de l'Ouest étaient les seuls à pouvoir approcher les Sioux, à faire du commerce avec les Ouais. Sioux, parce que les Sioux n'étaient pas faciles. Ouais. Et c'est Mais- les métis qui Ouais, réussissent à le mais, faire. mais il faut faire la différence entre un commerçant et quelqu'un qui fait du troc. C'est très différent. Parce que le Ouais. commerce, le but, c'est de faire un profit. Le troc, c'est échanger un produit pour un autre. Donc Ouais, mais ça, c'est un débat anthropologique oui. qu'on pourra faire dans Oui. une autre émission. Ouais, ben, Alors, c'est surtout un débat entre le conservatisme et le matérialisme. Voilà, qui est très important. Oui, c'est très important parce que c'est la clé de notre histoire. Ouais. Parce que on a eu un flirt, si on veut, avec le matérialisme anglo-saxon, avec les événements de 18, 37, 38. Il faut savoir que les gens ont une grande référence à ça aujourd'hui, la Journée nationale des patriotes, les patriotes, etc. Mais il faut savoir que les patriotes, quand Tocqueville, Alexis de Tocqueville, il a fait un détour au Bas-Canada, il s'est rendu compte que la petite bourgeoisie canadienne-française était anglophile. Okay? Et que si on regarde la Déclaration d'indépendance de Nelson de 1838, on s'aperçoit que l'ennemi pour lui, c'était pas les Anglais, c'était l'Église de Rome. Il voulait saisir complètement les biens de l'Église de Rome, ici, sur notre territoire, et il voulait un État bilingue. Alors, on était à ce moment-là dans le matérialisme anglo-saxon, et ce qui serait produit, c'est qu'aujourd'hui, nous serions la Louisiane du Nord. Et ça, là, c'est ça. Et ça, on est incapable de le faire valoir dans le débat sur l'historiographie. Parce que présentement, depuis les années 60, le moment où notre histoire est passée de glorieuse à honteuse, eh bien, on a des légions d'historiens qui nous disent, comme vous avez dit tantôt, grande noirceur, et avant, c'était encore pire. OK? Oui. Alors, donc, on a le défi, et là, M. Picotte est là, j'aimerais ça l'entendre, mais sur le défi de faire la lumière sur cette grande noirceur-là. C'est ça notre défi. Sinon, on a même réussi. On a même réussi à faire chicaner les historiens entre eux autres. Là. Oui. Hein? Ah ouais. Mais ils sont à peu près tous sur la même ligne. J'en connais très peu qui sont dans le conservatisme classique, le conservatisme classique, et ils sont capables de faire une lecture pour comprendre exactement la trajectoire de la trame nationale. Ils sont dans l'idéologie, ils ne sont pas dans la politique profonde de l'événement. Cet événement-là se résume à deux choses, le peuplement et la mise en valeur d'un territoire. Et M. le curé a parlé tantôt de ces missions-là. Et ces missions-là, il faut comprendre que en 1840, là, le Québec, ce n'est pas le territoire actuel du Québec. C'est très peu le Québec. Et il y a un front en Outaouais et il y a un front au canton de l'Est. Et moi, je suis tombé sur un livre d'un anglophone qui s'appelle The Tragedy of Québec, où il explique comment les francophones ont réussi à tasser les Anglais qui étaient 3 fois plus nombreux parce que, suite à la Révolution américaine, les loyalistes ils avaient débordé sur les cantons de l'Est. Et c'est pour ça que ça s'appelle les cantons de l'Est. C'est une tenure anglaise. Eh bien, et là, il explique, lui, il s'appelle Soller, l'auteur. Et là, il explique que c'est à cause des paroisses, c'est à cause de le système d'éducation réservé aux catholiques, c'est à cause de... Il conclut en disant, celui qui possède le sol, c'est lui qui est souverain. C'est ça. Alors, c'est très intéressant parce que toute cette période-là, on est incapable d'en faire la lecture à cause qu'on est enfermé dans une idéologie. Et ce qui est dominant au Québec,
c'est un espèce de progressiste gauchiste. Et ce progressiste gauchiste-là, c'est tout simplement, disons, le matérialisme anglo-saxon qui a une droite et une gauche, et c'est la même pièce c'est les deux côtés d'une même pièce. Exactement. Je rappelle que les patriotes, et même, je dirais, à la Révolution tranquille, sont teintés de cet esprit jacobin de la Révolution française. Exact. Qui est extrêmement anticlérical. Hein, messieurs, je vais être obligé de vous arrêter. Le sujet des patriotes, ça serait très intéressant. On va réinviter Jean-Claude peut-être, puis l'abbé Blanchard à venir, peut-être sur le dossier particulier des patriotes. Mais j'aimerais juste dire que ça m'a fait tellement plaisir de parler avec M. Picotte, qui est un témoin de l'histoire, puis un acteur de l'histoire, puis avec M. le curé, puis j'espère qu'on va pouvoir se reparler de ces sujets-là, parce qu'on est loin d'avoir épuisé le sujet. Et puis, dans le contexte actuel, c'est important de refaire corps avec notre histoire si on veut se projeter vers l'avenir. Et le plus grand mensonge, je pense, c'est notre devise du Québec. Je me souviens. De rien. Je me souviens de rien. Il faudrait rajouter de rien. Salut à tout le monde! Pour tout commentaire, nous vous invitons à nous écrire studio@radioinfocité.com.